Donc dans l'histoire de France, c'est peut-être la première résistante qui a utilisé la ruse donc, pour mettre les assaillants en fuite. Ensuite, donc, notre deuxième sainte et héroïne nationale, Jeanne d'Arc, évidemment. Je démarrerai sur cet épisode hautement improbable, c'est un peu l'histoire que j'avais racontée quand j'étais allé faire une conférence à Orléans. C'est un épisode hautement improbable dans l'histoire de France, du fils de Charles VI, le Fol, celui qu'on appelait le Fol, le futur, donc son fils, le futur Charles VII, qui naquit à Paris en 1403, dans une France envahie par les Anglais. Donc, vous voyez, il ne faut jamais désespérer dans l'histoire. Il n'avait pas l'ombre d'une gêne de se voir un jour sacré roi, mais le hasard aidant, avec la mort simultanée de ses deux frères aînés, à un an d'intervalle, il devient l'héritier du trône de France en 1417, recevant ainsi le duché de Berry. Mais la France a déjà un roi, Henri VI, qui est un Anglais et qui règne sur la majeure partie du pays. Menacé d'emprisonnement, le petit roi de Bourges, ainsi qu'on le surnomme, avec mépris, s'enfuit de Paris en 1418 pour se réfugier dans son duché. Et pendant 15 ans, Charles VII, roi berrichon, fera de Bourges sa capitale, d'où il régnera sur le Berry et quelques autres lambeaux de province. Alors que l'armée française est totalement désorganisée, le duc de Bedford, Jean de Lancastre, régent du royaume d'Angleterre, met le siège devant Orléans et veut poursuivre jusqu'à Bourges pour s'emparer du roi Charles VII. Celui-ci se réfugie alors à Chinon, en Touraine, et c'est dans ce château que le 25 février 1429, une jeune fille vient le trouver et lui demande audience. Elle lui dit « Gentil dauphin, je te dis de la part de Messire Dieu que tu es vrai héritier du trône de France. » Cette jeune fille de 16 ans lui affirme qu'elle a eu des visions qui lui ont intimé l'ordre de sauver Orléans et de le faire couronner roi. Charles VII l'a fait examiner par des ecclésiastiques parce qu'il pense qu'elle est un peu dérangée de la tête, des ecclésiastiques qui se montrent convaincus de sa sincérité et de sa catholicité. Cette jeune fille qui dit venir de Lorraine et s'appelait Jeanne d'Arc pousse Charles à se déclarer roi, à lever une armée pour libérer la France des Anglais. On connaît la suite. Une armée est confiée à Jeanne qui délivre Orléans et amène le roi à se faire couronner le 17 juillet 1429 à Reims, comme le voulait la tradition. J'en conclus qu'il s'agit là d'un bel exemple, d'un de ces moments de l'histoire où la rencontre du hasard, de la nécessité et de la volonté d'une personne a permis à notre beau pays de retrouver honneur et fierté dans une situation des plus désespérées. Je ne pouvais pas passer l'occasion sans vous remémorer quelques vers de Charles Péguy, natif d'Orléans, qui s'intitule « Jeanne d'Arc, les batailles ». Mon Dieu, la bonne ville, ô Dieu, les braves gens, et comme il était bon d'avancer dans la foule, votre gloire passait dans la foule à pas lents. Votre gloire était vaste, ainsi qu'un flot qui roule. Votre gloire a passé dans la ville du siège, et les Orléanais, debout au seuil des portes, acclamaient la bonté de celui qui protège et chantaient votre gloire au chant de leur enfant. Moi, je suis partie d'un constat, à savoir, c'est notre civilisation, la civilisation occidentale, elle est particulière. C'est la seule civilisation qui ait donné le progrès, les avancées technologiques, les avancées techniques, travail sur les droits de l'homme, réflexion sur les droits de la femme, etc. C'est-à-dire qu'on a une civilisation, on a des civilisations qui sont complètement inégales. Il y a des civilisations supérieures à d'autres. Pourquoi? Alors non pas supérieures en état, mais moi je considère, et je le dis clairement, qu'une civilisation qui dit que la femme est l'égale de l'homme est une civilisation supérieure à une civilisation qui prétend que la femme n'est qu'un animal ou est inférieure à l'homme. Point barre. Donc voilà, je parle donc de supériorité de la civilisation à ce niveau-là. Je parle aussi de supériorité de la civilisation quand on fait tout pour chercher, pour remettre en question, pour ébranler, même si un Copernic, un Galilée ou je ne sais qui, il perd la vie ou il passe du temps en prison, il y a cette possibilité, il y a des remises en cause et on se rend compte un jour que la Terre n'est peut-être pas plate et puis que le système héliocentrique n'est peut-être pas le bon, etc. Et donc moi je dis, cette civilisation qui a permis ça, c'est la nôtre et j'en suis fière. Et je me demande pourquoi.
pourquoi cette civilisation? Et j'ai trouvé une réponse qui m'a beaucoup plu. C'est Jean-Claude Barrot qui dit, dans De l'islam en général et de la modernisation en particulier, c'est cité par Véronique Hervouet dans un petit bouquin que je vous propose, que je vous conseille, qui s'appelle L'enjeu symbolique, qui travaille beaucoup sur la psychanalyse, finalement, des religions, hein, des systèmes religieux. Et donc, Jean-Claude Barrot dit, les rapports de l'homme et de la femme sont au cœur de toute civilisation. Entre l'homme et la femme, nous sommes obligés de constater que la seule civilisation qui n'ait pas complètement tenu la femme à l'écart de la vie politique est l'occidentale. C'est certainement l'un des facteurs de la modernité. Sans la différence des sexes, la dynamique sociale est moins forte, les pôles masculins et féminins sont indispensables pour mettre le corps social sous haute tension. Et je suis partie de ce constat en disant finalement, c'est peut-être ça, ou une partie des raisons qui font que notre civilisation est particulière, c'est que la femme y joue un rôle particulier. Parce que quand la femme n'est pas complètement à l'écart de la vie politique, ça prouve qu'il y a effectivement quelque chose qui s'est passé. Et il me semble que ce quelque chose est à chercher, paradoxalement, dans la religion. Parce que la religion a joué un tel rôle depuis 2500 ans, 2000 ans essentiellement pour les monothéistes, mais même avant, il y avait quand même quelque chose, que finalement la religion a dû forcément jouer un rôle dans l'évolution des différentes civilisations qui sont les nôtres. Et il se trouve que les religions qui actuellement s'opposent sur notre sol, la religion chrétienne, même si elle a évolué vers une forme d'athéisme, et l'islam, sont complètement opposées au niveau des femmes, de la vision de la femme et de la vision de la sexualité. Et c'est peut-être là que régit vraiment quelque chose d'important. Donc, je commencerai par rappeler les différences de conception de la femme et donc forcément le regard de chaque religion sur la sexualité. Parce que finalement, dès qu'il est question de femme, il est question de sexualité. C'est finalement, même si on utilise des grands mots, etc., c'est ce qui est vraiment le fond de l'histoire et qui fait qu'on a donné des réponses différentes. Alors, je montrerai ensuite, j'essaierai ensuite de montrer, je vais essayer de faire court, hein, donc vraiment, je ne donnerai pas trop d'exemples, vous me croirez sur parole ou vous ne me croirez pas, peu importe. Hein. Donc, j'essaierai ensuite de montrer que la religion chrétienne, qui a été une religion très castratrice, qui a fait beaucoup de dégâts, est paradoxalement celle qui a permis l'émancipation de la femme et qui a permis finalement la libération de la sexualité. Il y a quelque chose d'assez intéressant dans cette espèce d'évolution. Et c'est sans doute ce qui a permis effectivement d'arriver à la notion d'individu. Et enfin, au contraire, j'évoquerai bien sûr l'islam qui n'a eu de cesse d'enfermer, de soumettre à Dieu. D'abord de soumettre l'homme à Dieu et puis la femme à l'homme. Ce qui l'a sans doute empêché d'évoluer, de se remettre en question et donc finalement de permettre cette espèce d'aventure extraordinaire que notre civilisation avait. Tout à fait, l'idée du paradoxe du christianisme qui a pu être libérateur, mais je crois qu'il a eu besoin d'appui. Le christianisme il ne faut pas oublier que nous avons vécu pendant des siècles sous la monarchie absolue de droit divin, qui était catholique. Et que derrière cette monarchie de droit divin se sont profilées des règles de vie et en même temps au sein des cours le plaisir, parce que l'amour courtois du Moyen-Âge s'est émancipé et qu'il y a eu cette difficulté de faire coexister dans la monarchie des XVIIe et XVIIIe siècles la règle et le plaisir. Et grâce à la Révolution française, plus que grâce, à mon avis, au christianisme, je crois que c'est la Révolution française qui s'est inscrite dans une dynamique où le christianisme a été obligé d'évoluer, que du coup, il a pu jouer ce rôle peut-être libérateur. Mais quand on lit les textes du XVIIe,
même si la femme s'est émancipée sur le plan intellectuel, sur le plan des arts, même sur le plan du savoir, il a bien fallu quand même qu'il y ait le concours concomitant d'un esprit révolutionnaire et de l'esprit rationnel des encyclopédistes qui ont montré que tout n'était pas dû à Dieu et qu'on devait beaucoup de choses aux hommes et aux femmes. Nous allons parler maintenant des femmes et la politique dans le monde d'aujourd'hui, en 2012, avec notre ami donc, Santa Maria qui va animer le débat, parce qu'il faut bien quand même que les hommes participent un petit peu. Et avec donc Olivia Port-de-Serre qui a été candidate aux élections sur Arles, donc Christine Tazin que vous connaissez maintenant parfaitement, et donc Josiane Solari qui était candidate, elle, sur Aix-en-Provence. Deuxième point, c'est qu'est-ce qui constitue cette spécificité occidentale? Donc, les pistes qui ont été abordées, c'est la femme et peut-être l'irruption de cette féminité dans la sphère du politique, lorsque ce politique est en crise. Donc, je ne vais pas développer les thèses d'Hannah Arendt là-dessus. Ça a été clair ce matin. Vous avez le monde de la cité, le monde du citoyen, celui de la Boulée, de l'Ecclésia et de l'Agora, c'est-à-dire les assemblées et la place publique, et de l'autre côté, la sphère du privé. Et cette sphère du privé, mais au sens large, c'est-à-dire la culture de la terre, des enfants, acceptant les esclaves, etc., c'était elle qui, à des moments donnés, puisque cette sphère privée, celle de l'oikos, c'est là où règne la despoïna, la femme du despotès, eh bien, peut-être à un moment donné, on va voir débouler de cette sphère privée, comme Catherine Ségurane, avec ses formes généreuses là où il faut, et son gros battoir dans la main, quand la civilisation est en crise, c'est-à-dire quand le premier monarque européen fait alliance avec les Turcs pour contrer un roi d'Autriche, pour contrer le duc de Savoie, etc., à ce moment-là, les femmes qui sont détentrices, c'est un certain nombre de questions, j'affirme pas, ces femmes-là qui sont détentrices d'une certaine tradition, d'une certaine matrice de valeurs, c'est-à-dire une matrice capable de générer des valeurs, peuvent amener à cette société en crise, c'est-à-dire cette sphère du politique, des solutions. Donc, en conclusion, eh bien, qu'est-ce qui nous permet, nous, d'avoir une société stable, c'est-à-dire des institutions? Je rappelle que dans l'institution, il y a cette fameuse racine ste qu'on trouve dans Estaca, le pieux catalan, ou Istémi, je me tiens debout, quelque chose qui nous permet de rester ce que nous sommes, malgré la mort, malgré le cycle du temps, qui nous permet de tradérer, de transporter la tradition, de faire transiter d'une génération à une autre, et de nouveaux venus éventuellement, une certaine sphère, avec une certaine modération dans ces nouveaux venus, les faire partager, les faire introduire dans cet imaginaire. Donc voilà deux pistes. Est-ce que le féminisme est un avantage sélectif? Deuxièmement, comment se manifeste ce féminisme? Est-ce que c'est dans la période de crise où les femmes trouvent leur plein usage? Voilà, je vous remercie.